on va se régaler. On va se marrer. Hello à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Souviens-toi, je fais une série de 6 vidéos qui va parler ouvertement de la fantaisie, ce que j'en ai compris, ce que la science a pu décortiquer sur ces dernières années. Si tu suspectes d'être aphantasique, souviens-toi que mon livre est bientôt disponible. Il s'appelle Penser sans images. Tu as la liste d'attente sur la légende, donc tu vas pouvoir rejoindre les personnes qui seront les premières à être averties. Alors, aujourd'hui, sur cette vidéo, on va parler d'un sujet qui m'énerve. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet qui vous fera du bien. Je pense que ça va juste... Cette vidéo va vous faire du bien. Cette vidéo va vous rassurer. Cette vidéo a pour vocation d'être aussi intellectuellement honnête que possible. La première fois que j'ai appris que j'étais aphantasique, j'ai vécu un choc parce que ce que j'ai tapé sur Google m'a clairement dépité. C'est comme quand vous tapez un truc sur Google et qu'ensuite vous voyez tous les pires scénarios qui débarquent et vous dites ça y est, c'est la fin du monde. Et bien c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tapé aphantasie sur Google. J'ai vu des expressions comme cerveau aveugle, condamné à vivre dans le moment présent, handicap, trouble, trauma. J'ai vu des choses horribles. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? On est sur du marketing, on est sur des gros titres journalistiques, on est vraiment sur des études scientifiques. Qu'est-ce que c'est? Et il a fallu faire le tri. Donc, est-ce que la fantaisie est un handicap? La fantaisie, selon la définition scientifique d'un handicap, n'est pas un handicap. La fantaisie, c'est une variation cognitive. La fantaisie, c'est comme être droitier ou gaucher. C'est une variation. Donc, elle est neutre de sa signification. Ce n'est pas une déficience. Ce n'est pas un trouble. C'est une manière différente de fonctionner mentalement. Et d'ailleurs, ça m'a plutôt rassurée parce que premier réflexe, je prends rendez-vous avec 3 neuropsychologues à la recherche de réponses. Ils n'en avaient jamais entendu parler. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait 5 ans, 7 ans, 8 ans d'études. Je débarque, je dis « Allô, je pense que je suis aphantasique. Comment ça marche ce truc ?» Pardon. Donc, autant vous dire que si eux, ils n'y connaissent rien, en fait, c'est que ça n'a pas été classé dans trouble. Alors, je ne veux pas non plus généraliser, c'est-à-dire que peut-être que pour certaines personnes, effectivement, la perte de cette capacité à visualiser est arrivée après malheureusement un accident ou un traumatisme, et peut-être que oui, à ce moment-là, on peut parler je sais pas, d'un trouble ou d'un stress post-traumatique ou de choses de ce genre. Mais aujourd'hui, je n'évoque pas ces cas qui vont être davantage de l'ordre du médical. Je suis là pour partager mon expérience, je suis là aussi pour vous écouter et vous écouter votre propre expérience. Donc je m'intéresse aux personnes qui sont aphantasiques de naissance et qui se rendent compte un jour qu'en fait ils ne visualisent pas comme tout le monde et que quand les gens leur disent tu vois ce que je veux dire, mais en fait oui, enfin je comprends ce que tu veux dire, mais non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Et ça a été ma vie. Donc pas un handicap, et je vous vais expliquer. La première raison pour laquelle ce n'est pas un handicap, c'est que en fait, il n'y a aucune limitation intellectuelle à la fantaisie. Les aphantasiques peuvent apprendre, comprendre, analyser, créer, vivre, échanger, communiquer, raisonner comme le commun des mortels, simplement en utilisant un autre moyen. Les capacités qui sont venues compenser le manque d'imagerie mentale, en fait, on les retrouve aussi. Alors là, peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que vous avez utilisé d'autres stratégies comme la pensée verbale.
Donc moi je sais que j'ai une pensée très verbale. Typiquement je vais plutôt me rejouer les conversations que revoir les images. Je vais plutôt avoir des bons résultats sur les tests verbaux, mais de très mauvais résultats sur les tests qui consistent à retourner des formes dans l'espace ou à jouer avec la géométrie. Donc ça va être plus compliqué pour moi. Par contre, raisonnement verbal, au top. Le raisonnement verbal, c'est quelque chose qui est d'ailleurs, et ça j'ai eu l'occasion, parce que j'ai passé pas mal de concours dans ma vie, donc j'ai eu l'occasion de bien comprendre que oui, j'avais une capacité d'un raisonnement verbal qui va être supérieure à la moyenne. D'autres capacités compensatoires, ça va être l'aspect plus kinesthésique, donc passer davantage par le corps, par le toucher, par la répétition de mouvements. Et ça, bah oui, on va avoir peut-être des comportements qui vont nous aider à encrypter les souvenirs et le monde en passant par l'écriture, par le dessin, par le fait de marcher en réfléchissant, par le fait de toucher aussi des textures. Donc voilà, c'est une des manières aussi de compenser. Et enfin, une capacité plus conceptuelle. Je crois que j'en parlais déjà dans l'une des vidéos précédentes. Ah non, j'en ai parlé avec Fabien Olicard, donc quand je suis passée sur son podcast Interview à la table. Si vous tapez Fabien Olicard avec Sarah, vous allez retrouver notre épisode ensemble. Et je lui disais, par exemple, une matière comme la philosophie, ça va être une matière que je vais affectionner plus particulièrement parce qu'il s'agit de concepts. Donc moi, la philo, j'adore ça. Au lycée, c'était un peu bizarre parce que je faisais peut-être partie de 2 personnes du lycée qui adoraient les cours de philo. Jouer avec des concepts, jouer avec l'abstraction, jouer avec l'immatériel, jouer avec on est dans notre esprit sans image, donc tout est concept, donc ça devient plus facile de manipuler peut-être des choses abstraites. Donc vous voyez que ce n'est pas encore une fois un handicap, mais que certaines stratégies ont pu compenser la faible capacité d'imagerie mentale. Et puis je vous laisse avec toutes les réussites aussi des écrivains, scientifiques, graphistes, des dessinateurs qui sont à Fantasik et qui ont eu de très très beaux parcours, des auteurs aussi. Donc ça, j'y consacre tout un chapitre dans mon livre qui s'appelle Penser sans images et que vous pouvez déjà rejoindre en fait la liste d'attente pour être parmi les premiers prévenus. J'ai essayé de retrouver tous les écrivains, artistes et dessinateurs qui, sans avoir cette capacité à imaginer à travers des images, on peut réaliser de très 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 belles choses. Là où c'est plus compliqué, parce que là, je vous ai évoqué, je vous ai dit oui, rassurez-vous, c'est pas un handicap, au contraire, on développe d'autres aspects, mais ça peut être un défi dans certaines situations et pas au point de parler d'un trouble, mais d'ailleurs, ce serait tellement intéressant que vous me disiez si vous pensez à d'autres choses que je n'aurais pas évoquées sur cette vidéo. On pourra toujours aussi échanger là-dessus. En tant qu'aphantasique, et ça je vais plutôt parler pour moi parce que je n'ai pas forcément trouvé d'évidence. J'ai trouvé quelques articles en anglais qui abordent de plus en plus le sujet, mais on est de l'ordre du témoignage ici. Donc on est de l'ordre de personnes volontaires qui participent à des questionnaires pour partager leur expérience intérieure. Donc, premier défi pour une aphantasique, c'est la difficulté avec certains souvenirs émotionnels. Comme je ne peux pas revoir mes souvenirs, en fait, ça va être assez troublant quand une personne part et que par exemple, voilà, il y a un deuil à faire, de pas revoir la personne. Mais je sais qu'il y a eu un départ et un deuil. Donc la trace, l'empreinte émotionnelle ne va pas passer par le souvenir imagé, mais plus par le fait, l'information que cet événement a eu lieu. Là où j'ai paniqué, moi, quand j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, et là où j'avais déjà suspecté que j'avais peut-être quelque chose de particulier dans mon fonctionnement, c'est quand j'ai commencé à avoir des sortes de trous de mémoire
Et sur des choses un peu bêtes, hein. Par exemple, qu'est-ce que tu as mangé hier? Il faut vraiment que je me concentre, que je me remette dans la situation et que je retrouve de manière chronologique les éléments de la soirée pour me dire ah oui, en fait j'avais mangé ça. Donc j'étais très lente quand il fallait retrouver voilà, ce genre de souvenirs. Quand je pars en vacances et que je reviens, si je prends pas de photos, bah, je m'en rappelle pas. Ça, c'est assez horrible. je dois dire qu'en fait, voilà, je reviens, je suis pleine de bonnes énergies. Je sais que j'ai fait le plein de bons souvenirs, mais les souvenirs se sont déjà évaporés. Donc ça va être très compliqué de reconstituer des choses avec un détail. D'ailleurs, là, ça fait partie des études que j'ai retrouvées. Quand vous interrogez une personne aphantasique et une personne non aphantasique, la personne aphantasique va vous donner beaucoup moins de détails dans son discours que la personne non aphantasique. Et ça, ce serait révélateur aussi sur notre capacité à naviguer dans un monde dont on ne retient pas forcément tous les détails. Donc voilà, donc oui, là, ça peut être par moments assez handicapant. La deuxième chose qui peut être aussi compliquée, c'est qu'aujourd'hui, sur nos modèles d'apprentissage, on est vachement axé sur le visuel. Et ça, je sais que j'ai une professeure des écoles qui m'a écrit sur Instagram, ça m'a énormément touchée. Elle m'a posé la question suivante. Elle m'a dit, moi je demande à mes élèves de s'imaginer l'histoire comme si c'était un dessin animé. Et en fait, moi, ça, vous voyez, cette instruction, pour moi, elle résonne pas du tout. Donc, j'ai essayé de me remettre dans la situation de Sarah Petite. Je pense que comment je comprenais cette instruction, je faisais sans image. Donc, en fait, un dessin animé, c'était un dessin animé rigolo. Et puis, je partais dans des choses plus conceptuelles. Alors, combien de personnages il y avait, des choses plus analytiques. Est-ce que mes personnages avaient des fonctions dans l'histoire? C'est un raisonnement. Capacité à imaginer en dessin animé, en laissant son imagination libre. Voilà, donc, je sais que les professeurs font beaucoup d'efforts en ce sens. J'ai pas forcément, j'ai des pistes, mais j'ai pas forcément la bonne méthode révolutionnaire à vous apporter. Par contre, sachez que pour une personne aphantasique, ce type d'instruction est très compliqué. Donc mémoriser des visages, mémoriser des cartes, mémoriser des images, c'est plus dur. Ce qui va aider une personne aphantasique, c'est de faire un lien entre les informations. Plus vous allez aider vos élèves, votre enfant, plus vous allez faire des liens, plus vous allez l'inviter à écrire, plus vous allez faire des schémas avec des flèches, plus vous allez l'aider. Donc ça aussi, je le détaille dans mon livre. Je pense que là, moi, je partage ouvertement mon expérience. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo et a plus d'éléments à m'apporter, je suis preneur parce que je pense que, vous voyez, 3 à 5% de la population minimum sur une salle de classe, vous en avez forcément un ou deux. Vous en avez forcément un ou deux des élèves qui n'arrivent pas à faire ce que vous leur demandez de faire. Et c'est pas par manque de bonne volonté, c'est qu'en fait, on est mal à imaginer. Et quand c'est de naissance, en fait, on ne sait pas comment faire autrement. Donc, ça peut être assez troublant, surtout quand on est jeune. Moi, heureusement, j'ai pu me débadouiller autrement de manière assez naturelle, mais c'est peut-être pas le cas de tous les enfants. Le dernier truc, un peu étrange quand il s'agit d'aphantasie, c'est tous les loisirs qui vont plaire à d'autres personnes qui ne vont pas nous parler, comme lire un roman, regarder des films, des séries. En fait, le processus d'identification avec le personnage, les descriptions du cadre, des lieux, pour moi, ce sont des informations qui passent et je vais avoir
Mais, mais voilà. Enfin, quel plaisir est-ce que je prendrais? C'est rigolo, mais je pense avoir retrouvé l'un des auteurs d'un des grands livres de science-fiction qui est Le meilleur des mondes, hein, d'Aldous Huxley. Et Aldous Huxley serait aphantasique. Donc lui, il a réussi à pas juste lire un livre, à écrire un livre de science-fiction carrément. Voilà, l'exception qui vient de prouver qu'en fait ma règle, eh ben, elle était très personnelle et c'est encore une fois un sujet tellement intérieur, tellement sujet à des interprétations, on est dans de l'ordre du subjectif que eh ben, la fantaisie, prenez-le comme une question philosophique à explorer, un fonctionnement différent que vous pouvez développer pour aller chercher des capacités naturelles que vous avez. Moi, je trouve que c'est un super pouvoir, mais pas un handicap. Donc voilà, je pense que ce sera la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle a été riche en pistes de réflexion et d'enseignement. C'est une particularité cognitive, c'est une particularité qui vous donne une richesse parce que vous voyez le monde autrement, vous l'encryptez autrement. Profitez de votre richesse, ne tombez pas dans le piège de l'étiquette, c'est en tout cas mon invitation pour vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sachez que je continue à tourner des vidéos sur le sujet, j'en ai prévu 6 pour la série sur la fantaisie, mais si vous me posez d'autres questions, eh ben, je serai ravie